Bonjour à tous. Donc après avoir traité l'essai de traction simple, essentiellement lors d'un live, nous allons maintenant parler de la physique de l'élasticité. Donc en fait, on va parcourir l'ensemble de la courbe de traction. Et donc maintenant, on va tout d'abord regarder la partie élastique. Et ensuite, on parlera de la partie plastique. Et on terminera cette partie sur les propriétés mécaniques par la mécanique de la rupture. Okay, donc maintenant, je vais rentrer dans la physique de l'élasticité. Vous verrez dans les slides, il y a 2-3 slides sur quelques rappels pour ceux qui ont déjà eu un cours d'élasticité. Et moi ici, je vais vraiment m'attaquer à l'origine physique de l'élasticité au niveau microscopique. Là donc, imaginons un solide. Vous appliquez une force sur ce solide, et cette force est en dessous de la limite d'élasticité. Okay, donc j'applique une force, je vais avoir une déformation élastique. Donc je mesure un déplacement du point d'application de la force. Donc j'applique un travail qui est FDU. Euh, et donc si j'applique le premier principe de la thermodynamique, je peux écrire que la variation d'énergie interne va être égale à dQ plus FDU. Alors je suis en élasticité, ça veut dire que si je relâche la force, je reviens au point de départ, c'est-à-dire que on peut considérer qu'on est dans des conditions complètement réversibles. En plus, on va se dire que ça se fait à température ambiante, c'est-à-dire que à ce moment-là, en vertu du deuxième principe, je peux remplacer dQ par TdS. Donc j'arrive ainsi à l'équation numéro 2. Et ben voilà, juste en la remaniant un petit peu, je vois que je peux exprimer F, donc la force nécessaire à déformer de façon réversible le solide, comme étant égale à la dérivée du déplacement, dérivée de l'énergie interne par rapport au déplacement, moins T est la dérivée de l'entropie par rapport au déplacement. Donc vous voyez bien que dans cette force, il y a deux contributions. Une contribution qui est liée à la variation de l'énergie interne et l'autre à la variation de l'énergie, de l'entropie. Donc c'est comme ça qu'on va diviser deux types d'élasticité. Une élasticité où c'est plutôt le terme enthalpique qui va dominer, et une élasticité où c'est le terme entropique euh, qui va l'emporter. Alors pour illustrer ces deux cas et le type de matériaux qui suivent l'un ou l'autre type de comportement, mais d'abord, à gauche, on regarde un matériau cristallin, hein, sur lequel j'applique une force F dans le domaine élastique. Que se passe-t-il? Ben, je suis en fait en train de tirer sur les liaisons et je déplace les atomes de leur position d'équilibre. Ce qui fait que, en fait, en déplaçant les atomes de leur position d'équilibre, je suis en train de stocker de l'énergie dans ces liaisons entre atomes qui se comportent comme des ressorts qui reviennent en position d'équilibre quand je relâche la force. Donc clairement, si je regarde l'ordre, l'entropie du système, elle n'a pas évolué. Par contre, j'ai stocké de l'énergie interne dans les liaisons. Et donc l'origine de pourquoi est-ce que je dois euh, appliquer une force pour déformer de façon réversible ce type de solide, c'est parce que je dois pouvoir stocker. Cette énergie est stockée dans les énergies, dans les liaisons. Okay, donc c'est ce qu'on va appeler le comportement enthalpique. Et donc, en fait, tous les matériaux, métaux, céramiques, euh, réagissent de cette façon-là, ainsi que les polymères, mais en dessous de leur température de transition vitreuse.
c'est-à-dire quand les chaînes ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Ou là, ben donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand je tire sur un polymère comme ça, comme les chaînes ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres, ce que je suis en train de faire aussi, malgré qu'il n'y ait pas d'ordre cristallin, tout ce que je fais, c'est tirer sur des liaisons. Donc, par contre, quand je suis au-dessus de la température de transition vitreuse, c'est ce que vous avez sur le graphe de droite, là, quand je vais appliquer une force, plutôt que de stocker de l'énergie dans les liaisons, là, les chaînes vont pouvoir bouger les unes par rapport aux autres et vont s'aligner par rapport à l'axe de traction. Et donc, à ce moment-là, je peux considérer que la variation d'énergie interne est nulle. Par contre, clairement, j'ai une diminution de l'entropie du système. Remarquez que dans l'expression de la force, cette diminution d'énergie de l'entropie est bien multipliée par moins T. Donc il y a un signe moins qui montre bien que ben voilà, je dois, pour diminuer l'énergie interne du système et aligner les, euh, les, les chaînes, je dois augmenter la force. Hein, donc le comportement anthropique, ce sont les élastomères, les polymères thermoplastiques au-dessus de Tg. Alors, j'ai pas mis les résines là-dedans, parce qu'en fait, les résines sont tellement réticulées que leur comportement anthropique, l'alignement des chaînes devient impossible. Donc, à partir d'un certain niveau de réticulation, les résines peuvent être considérées comme avoir un comportement uniquement enthalpique. Donc vous voyez que les polymères euh, peuvent avoir, suivant la température, deux origines physiques d'élasticité, ce qui n'est pas le cas des autres matériaux. Donc, et on va voir que ça va avoir une influence importante sur le comportement en élasticité des matériaux polymères un petit peu plus tard. Ok, donc voilà, là maintenant je vais m'attaquer à l'élasticité enthalpique. Donc l'élasticité dans laquelle on stocke de l'énergie dans les liaisons en appliquant une force sur le matériau. Et on va, pour faire simple, on va dire voilà, c'est un matériau cristallin. Donc je ne dois pas euh, vous rappeler que l'énergie interne de deux atomes varie suivant deux termes, un terme répulsif et un terme attractif, et que ben, la distance d'équilibre R0 entre deux atomes correspond à ce minimum d'énergie interne. Alors, la force nécessaire à, à déplacer euh, un atome par rapport à l'autre n'est rien d'autre que la dérivée de U par rapport de l'énergie interne par rapport à la distance entre ces atomes. Donc maintenant, ce à quoi je suis intéressé, c'est de voir ben, comment cette force varie en fonction de la distance entre les deux atomes. Alors je vais dire que ce R n'est pas loin de la position d'équilibre, et donc en fait je vais faire un développement en série que je vais tronquer au premier terme. Donc c'est ce que vous voyez là ici, hein, F à R0 plus R moins R0 df dr à R0. Et donc le F à R0 est par définition égal à 0. Par contre, donc df dr, ben, en utilisant l'équation 2, je peux l'exprimer en fonction de la variation d'énergie interne du système. Vous voyez que donc, la force s'écrit en fonction de la dérivée seconde de l'énergie interne par rapport donc, à la variation de la distance entre les atomes.
Ok, donc pour le moment, j'ai une force, j'ai une distance entre atomes. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est, si on parle d'élasticité, vous savez que on a un lien entre la contrainte, sigma, qui n'est pas la force, et la déformation élastique, et que le lien entre les deux, c'est la loi de Hooke, hein, sigma égale E fois epsilon. Donc j'aimerais bien savoir, à partir de cette équation numéro 3, si je ne peux pas retomber sur quelque chose dans lequel j'aurais non pas la force mais la contrainte, et non pas euh, un, un déplacement mais une déformation. Donc maintenant, en fait, ce que j'ai, c'est la force sur une liaison. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une force par unité d'air. Unité d'air, comme ça, j'aurai la contrainte. Donc si j'ai la force sur une liaison, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est le nombre de liaisons par unité d'air. Et ça, ben, si vous connaissez la distance entre les atomes à l'équilibre qui est R0, il est pas difficile du tout, et vous pouvez prendre un petit exemple numérique en disant, ben voilà, j'ai 1 mètre carré et je mets un atome tous les 10 centimètres, que une unité d'air sera traversée à ce moment-là par 1 sur euh, R0 au carré, liaison. Donc, par exemple, si vous avez des liaisons tous les 10 centimètres, eh ben, on peut très bien voir, et c'est tout à fait logique, qu'on on a 100 liaisons qui traversent l'unité d'air, qui est jamais que 1 sur 0,1 mètre, 10 centimètres au carré. Ok, donc je peux comme ça facilement passer de la force sur une liaison à la force par unité d'air. Et donc c'est ce que j'ai à l'équation numéro 4. Hein. Donc j'ai ce 1 sur R0 carré qui débarque. Et donc j'ai R moins R0 et toujours cette dérivée seconde de U par rapport à R carré. Donc c'est bien, j'ai sigma. Maintenant j'aimerais bien avoir epsilon. Mais epsilon n'est rien d'autre que R moins R0 sur R0. Et donc ce qui fait que maintenant, si je regarde, si j'ai sigma d'un côté, j'ai epsilon de l'autre, mais je n'ai pas que epsilon de l'autre, ce qui me reste de l'autre côté, c'est le module de Young, qui donc s'exprime comme 1 sur R0 fois la dérivée seconde de l'énergie interne par rapport à la position. Donc c'est un résultat super important, c'est-à-dire que le module de Young va être directement relié à la forme en fait du puits de potentiel via la dérivée seconde. Ah, donc sur ce slide, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc le module de Young des matériaux cristallins, donc des matériaux à élasticité enthalpique, va être gouverné par le changement d'énergie interne et la structure cristalline, en tout cas via le R0, euh, qui, euh, euh, qui dépend en fait, elle, de la direction cristallographique euh, que l'on considère. Donc ce qui est super important, c'est que là-dedans, vous n'avez, ça n'est fonction du potentiel entre les atomes. Et donc là-dedans, n'intervient pas du tout la notion de microstructure, de présence de défauts. Donc le module des solides à élasticité enthalpique est indépendant de la microstructure. Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est que si vous prenez du fer pur,
et un acier dans lequel vous avez mis 0,2% en poids de carbone, eh ben, en gros, vous allez avoir le même module, qui va être 210 gigapascales. Donc, alors que les autres propriétés mécaniques que l'on va voir, par exemple la limite d'élasticité, si vous prenez un acier avec 0,2% en poids de carbone, il faut vous assurer qu'il va avoir une limite d'élasticité bien plus élevée que la limite d'élasticité du fer pur. Par contre, même module. Et puis la limite d'élasticité va donc uniquement dépendre de la forme du puits de potentiel. Donc plus il sera pointu, au plus le E va être grand. Okay, et à ce stade-ci, vous pouvez me demander, mais oui, ça veut dire quoi un puits de potentiel pointu? On va y revenir dans quelques secondes. Et donc, en général, comme un cristal n'est pas isotrope, vous allez mesurer des modules de Young légèrement différents suivant les différentes directions cristallographiques. Okay, donc on va revenir à cette notion de forme euh, du puits de potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder pour ça le lien qu'on a entre le module et le coefficient de dilatation. Voilà. Donc ici, vous avez la formation, un puits de potentiel. Et ce que je vous dis, c'est qu'au plus ce puits de potentiel est pointu, au plus la liaison est forte. Parce qu'évidemment, ça veut dire que pour l'augmentation d'énergie interne est importante dès que l'on se déplace par rapport à la position d'équilibre. Ça serait pour un puits de potentiel pointu, donc une liaison forte. Par contre, quand il est ouvert, il est plus ouvert, ben l'augmentation de la, de, de la de l'énergie interne va être plus faible, et donc ça correspond à une liaison plus faible. Et c'est intéressant de regarder comme ça aussi le lien avec le coefficient de dilatation. Donc imaginez à température du 0 degré Kelvin, ben, l'atome il a sa position d'équilibre par rapport à ses voisins, donc il se trouve au point A. Et puis j'augmente la température, en fait ce qu'il va commencer à faire c'est vibrer dans ce puits de potentiel. Donc si je donne une énergie WT, il va vibrer à ce niveau d'énergie-là entre deux positions extrêmes qui sont A petit m et A grand M, en ayant une position moyenne qui n'est plus égale à R0, hein, ou à A0 sur le graphe que vous avez là, mais plutôt A1. Et donc, je vais observer une dilatation. Okay, et vous voyez que ce coefficient de dilatation va être d'autant plus grand que le potentiel est évasé. Okay, donc au plus le potentiel est ouvert, au plus je vais avoir un coefficient de dilatation qui est important. C'est ce que vous avez sur cette diapositive-ci. Vous avez un matériau A avec un puits de potentiel qui est pointu, donc grande force de liaison, grand module de Young, et coefficient de dilatation qui est faible. Le matériau B, lui, il a un puits de potentiel qui est évasé. Ça va vous donner un E qui est bas, et un coefficient de dilatation qui, lui, est grand. Physiquement, ça fait complètement du sens, hein, parce que quand le module de Young est faible, ça veut dire qu'il est facile de déplacer les atomes de leur position d'équilibre
d'avoir de grands déplacements dans ces ressorts que sont les liaisons. Et donc, on imagine bien que ben voilà, quand on augmente la température, les déplacements qu'on va avoir entre les atomes vont être plus grands. Et donc, quand on fait un graphe où on porte le coefficient de dilatation des matériaux en fonction euh, de, euh, non, de module de Young en fonction du coefficient de dilatation, on voit bien qu'on a une relation complètement inverse. Donc, vous avez des matériaux euh, donc, polymères qui ont un module de Young. Donc, on parle d'ici dans le domaine où ils sont en, en, euh, élasticité enthalpique qui est relativement faible, par contre un coefficient de dilatation qui est important. La même chose dans les matériaux inorganiques. Au plus la liaison est forte, comme un matériau réfractaire comme le tungstène, qui va avoir un module de Young important, ce sera accompagné d'un coefficient de dilatation qui est, qui est faible. Donc j'espère ici vous avoir bien montré l'origine physique de l'élasticité et détailler l'élasticité enthalpique. Dans la capsule suivante, je vais vous parler du module des polymères qui, eux, peuvent à la fois avoir une élasticité de type enthalpique et une élasticité de type entropique.